Quand Chris, il y a peut-être 8 mois, est venu parler de cette histoire, il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit « Je vais le faire, je vais le monter ». Et j'étais très 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 sceptique. C'est vrai que je me posais beaucoup de questions avant le tournage. Est-ce que j'avais les épaules pour tenir un plateau comme ça? Est-ce que je saurais diriger les comédiens? Et c'est arrivant sur le plateau, sur le décor, quand j'ai vu 2 semi-remorques, un décor monté, des éclairages, une équipe de 50 personnes autour de tout ça, j'étais vraiment bluffé, vraiment bluffé. L'unique moteur pour moi au départ, c'était de faire un cadeau à ma fille. Moi, la naissance de ma fille, ça a été un véritable choc et je pense que je le prouve. Mais j'avais vraiment envie de lui faire un cadeau et un cadeau qui reste. Et puis en même temps, je fais un cadeau qui me sert. On est parti sur une société qui serait idéalement aboutie dans tous les sens du terme, c'est-à-dire non guerrière, notamment. Et pour qu'elle soit non guerrière, on s'est passé des hommes. Cette vie utérine est un truc archi évolué, loin de tout conflit, loin de tout... C'est un truc super féminin, quoi. Je pense que c'est impossible de parler de l'évolution des choses et tout sans parler de la femme. Je pense que quelquefois, je pense que le monde tournerait mieux si on donnait plus de responsabilités aux femmes. Il y a certaines bêtises ou certains manques de bon sens qui ne se feraient pas aussi nettement. C'est un truc où la vie avance quoi qu'il arrive. Et c'est une mission. Il faut aller jusqu'au bout. On ne sait pas où on va, mais on y va. Et on y va sans respirer. Et puis à un moment, on sort, on est éjecté dans un truc où là, l'homme arrive, le conflit arrive, la dureté de la vie arrive, il faut respirer, il faut forcer pour respirer. Je trouve que le fait que cette naissance se passe maintenant au 19e siècle plutôt que dans une clinique d'accouchement à notre époque renforce et le côté intemporel et puis graphiquement offre plus de possibilités. Disons que dans la fin c'est une approche plus classique comme on a l'habitude plus de travailler habituellement. C'est pour ça aussi qu'on a voulu traiter cette partie en 35 mm alors que la partie science-fiction on voulait une texture un petit peu différente, donc on a décidé de travailler en HD et ce qui aussi nous intéressait pour la post-production qui était beaucoup plus du coup facile et maniable pour eux. En fait, ce qui m'intéressait, c'était les oppositions, quoi. Les oppositions de genre, les oppositions de techniques, parce que c'est pas les mêmes techniques de travail. Il y en a une où on s'appuie énormément sur la post-production. Les comédiens jouent seuls dans des univers où il n'y a rien. Donc il faut être assez sûr du résultat final pour pouvoir les diriger, leur demander de bouger la main dans l'espace. Ça n'a aucun sens, quoi. Il ne faut pas être rationnel quand on fait de la science-fiction. Nous, en tout cas, acteurs, on n'a pas besoin d'être rationnel. On n'a pas besoin de comprendre à la limite exactement les tenants et les aboutissants de ce qu'on fait. Puisque, par définition, c'est l'imagination au pouvoir. Et l'imagination, elle transcende complètement la psychologie. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Coordonnées stellaires. Test propulseur quantique. Arrête la mission, Aria. Fais demi-tour, tu m'entends? Renonce tout de suite. Le plus difficile, c'est de jouer avec rien, c'est de jouer sans personne en face, avec un dialogue qui n'est pas un dialogue. Elena, elle est à 4 mètres de hauteur dans une flotte qu'on n'arrive pas à réchauffer, avec des huiles différentes parce que je veux des matières pour que ça fonctionne avec la lumière. Je ne peux pas lui parler directement, donc déjà la diriger c'est très dur. Elle est un peu en panique dans cette flotte. Le fait qu'il y ait de l'eau, de l'électricité, que ce soit un espèce de bol suspendu, est-ce que le bol va tenir? Est-ce que les 2 tonnes ou 3 tonnes d'eau qu'il y a à l'intérieur, plus moi, est-ce que tout ça allait tenir? Il n'y a rien face à elle. Elle ne sait pas ce qu'elle bouge, elle ne sait pas à qui elle parle, elle ne sait pas comment on lui parle. Parler à quelqu'un qui n'existe pas, c'était pour moi difficile dans le jeu. En même temps, elle a été d'un courage exemplaire. Alors, elle a joué le jeu à fond. À un moment, les choses se sont installées doucement. On a réussi à se parler d'échelle à baignoire interposée. Et puis c'est parti, quoi.
imaginons un peuple qui a une physique et une logique extrêmement élaborée. On a cherché à se rapprocher de la nature en fait. En observant la nature, on se rend compte que c'est la perfection même. Il suffit de regarder la nature pour se dire que les ramifications sont parfaites, que le machin et que les formes, la géométrie des objets est remarquable. Donc on s'est servi de ça pour fabriquer notre interface, pour fabriquer nos éléments, pour fabriquer nos costumes, nos maquillages. Donc c'est passé par des étapes de dessin, de recherche, pour s'approcher des vitraux, de travail de vitraux qu'on trouve dans les églises ou dans certains cafés de Paris où on a beaucoup de nervures. On pouvait imaginer ces prismes, ces vitraux s'illuminer sous sa main pour activer telle fonction, telle fonction. Enfin, c'est une intelligence artificielle extrêmement élaborée qui se rapproche vraiment de la nature. Donc les sons vers lesquels je me suis dirigé, c'était ces sons de ce type-là qui fassent résonner vraiment un côté liquide en soi, même si ce n'était pas des sons typiquement liquides, c'est-à-dire des sons de flotte en permanence, de créer un sound design qui fait qu'on se rapprochait de ce côté amniotique et intérieur. Il y a aussi des choses qui auraient pu être intégrées à la musique et qu'il a fait là uniquement au sound design, mais qui sont très soudées avec la partie musicale. Là, je pense que l'équipe est assez complémentaire dans ce sens-là. Dans la partie effectivement science-fiction, on utilise des sons modernes, synthétiques parfois, alors que dans la partie fiction, on est vraiment dans l'acoustique, avec une guitare acoustique, des instruments acoustiques. Quand un enfant naît, il ouvre la bouche pour dire tout ce qu'il sait sur le monde, la vie, etc. Et un ange pose son doigt sur sa bouche. Et du coup, le bébé oublie tout ce qu'il sait et il recommence à zéro et il réapprend. Elle appelait ce petit creux-là, empreinte de l'ange. On est baladé entre la légende et puis on ne sait plus trop si la légende est vérité ou si la légende reste au stade de légende. C'est ce double sens et cette ambiguïté qui nous a plu aussi dans le film. Tout le monde ne travaille que pour l'amour de l'art. Et en l'occurrence, pour un film comme celui-là, avec une créativité très grande et surtout une liberté extraordinaire de pouvoir inventer des choses, une fantaisie incroyable, c'est assez joyeux quand même de travailler comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont bénévolement travaillé sur ce projet-là et c'est assez formidable de réunir une équipe comme ça pour aller au bout de ce film-là. Je crois que j'ai su finement leur laisser croire qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient.